Arnaque, bonnes affaires, le soleil est à nos portes et ce soir on vous donne de bons conseils pour ne pas gâcher votre soleil. Les vacances low cost ou last minute sont-elles vraiment intéressantes? Tout est-il compris dans les croisières all-in? Quels sont les pièges à éviter? Enquête sur un marché en pleine mutation. Ce soir, Philippe Malherbe et Thomas Vanham font le tri entre arnaque et bonnes affaires pour vos vacances. Faut-il opter pour le club ou au contraire faire appel à des locaux? Quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux types de vacances? Réservé par Internet, est-ce vraiment intéressant? Faut-il se fier à des sites comme TripAdvisor? Les cotations sont-elles crédibles? Comment les organisateurs de voyages réussissent-ils à casser les prix? Et plus particulièrement sur les croisières, que se cache-t-il derrière le tarif annoncé? Et les vols low cost sont-ils vraiment moins chers que les réguliers? Enquête sur le terrain avec nos deux animateurs. Ce soir, Philippe Malherbe et Thomas Vanham mouillent leur maillot pour vous. Bonsoir à tous et bienvenue à Nice, capitale de la Côte d'Azur. Regardez ce panorama, la magnifique baie des Anges qui s'étend juste derrière nous. C'est le pays des lumières, des couleurs, des senteurs, bref, le lieu idéal pour les vacances. Et le sud de la France est d'ailleurs une des destinations préférées des Belges. Et si comme nous vous venez à Nice, eh bien vous prendrez sans doute l'avion. Thomas, nous, on s'est lancé un petit défi. Et oui, vous avez su rester simple. Vous, Philippe, vous avez donc opté pour un vol low cost. Moi, j'ai pris le vol d'une compagnie régulière. Vous découvrirez tout à l'heure qui a payé le moins cher. Vous risquez d'être étonné. Mais Philippe, c'est une question qui ne se posait même pas il y a quelques années. Retour en effet sur une époque aujourd'hui révolue mais pas si lointaine. Il y a quelques années, pour traverser l'Atlantique, il fallait monter à bord d'un paquebot. Pour voyager d'un pays, voire d'un continent à un autre, aujourd'hui c'est facile. Que ce soit par avion, par bateau ou en train, le monde est à portée de main. Mais en 1870, bien avant l'apparition des compagnies aériennes, on voyageait en train et plus exactement dans des wagons-lits. Explication avec un historien des transports. Aux États-Unis, Pullman invente le wagon-lit. Ce sont les premières voitures couchettes. L'idée est reprise en Belgique par George Nagelmakers, qui va développer ce qui deviendra la Compagnie internationale des wagons-lits. Ces trains wagons-lits, communément appelés trains couchettes, permettent de voyager sur de très longues distances. En effet, les wagons-lits deviennent alors le prolongement de la maison. Un des meilleurs exemples, c'est l'Orient Express. L'Orient Express, qui est un véritable symbole du développement du chemin de fer, avec tout son confort, avec un luxe assez impressionnant et qui est évidemment réservé aux couches les plus riches de la société. Retour dans le passé avec un passionné de train. La voiture qui est ici devant nous, c'est une voiture de type K. Elle a servi à transporter les premiers vacanciers. Elle a permis les premiers congés payés d'amener les gens au sport d'hiver, de les amener à Paris, à Cologne et même au-delà. C'était une voiture mixte deuxième, première classe qui est très luxueuse. C'est un produit pur de l'industrie belge. C'est ce que l'on appelle les trains de plaisir. Mais à l'époque, pour rejoindre un autre continent depuis l'Europe, le seul moyen de transport, c'était le paquebot. Pendant longtemps, le voyage transatlantique, Europe-Amérique, a été réservé, je dirais, aux immigrants. De nombreux Européens sont allés vers les États-Unis et ils ont voyagé dans des conditions fort peu favorables. Le bateau était donc synonyme de mal de mer et d'ennui. Mais tout cela a bien changé. Progressivement, les compagnies se sont développées et ont commencé à mettre en place des bateaux de plus en plus luxueux pour faciliter le transport d'un continent à l'autre. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de plaisant qui fait directement partie des vacances et ceci est lié à l'ensemble du développement des éléments de luxe sur les bateaux. Mais très vite, le bateau va être en concurrence. En effet, la compagnie aérienne Sabena envisage de créer une ligne commerciale vers le Congo. En 1925, Edmond Thieffry, un as de la Première Guerre mondiale, réalise le premier vol entre la Belgique et le Congo. La trajectoire est évidemment complexe, il faut passer au-dessus du Sahara, c'est dangereux, il y a peu de points de repère et puis surtout, il connaîtra quelques avaries. Donc, il va mettre 51 jours, tandis qu'en bateau, à l'époque, on met 18 jours. Mais c'est la première fois que l'on relie les deux.
C'est en 1935, soit 10 ans plus tard, que la Sabena inaugure sa première ligne régulière entre la Belgique et le Congo. De 51 jours de vol, on passe à 5 jours, ce qui est révolutionnaire pour l'époque. L'avion va petit à petit détrôner le bateau comme moyen de transport. Il permet d'aller plus vite, dans des conditions beaucoup plus confortables, et il va faciliter aussi le développement d'un certain tourisme, en plus du développement des relations d'affaires entre la Belgique et toute une série de pays. Mais c'est la même chose pour l'ensemble du monde industrialisé. L'avion prend réellement la place du bateau et devient le moyen de transport le plus simple. Mais au fond, le mieux n'est-il pas de choisir le moyen de transport qui nous correspond le mieux? L'avantage, aujourd'hui, c'est qu'on voyage selon nos budgets et nos envies. Et elles ont bien changé les vacances depuis l'époque de ces luxueux transatlantiques. Avec l'arrivée des congés payés, il a fallu répondre à une demande de masse, du repos pour les parents, de l'amusement pour toute la famille et puis beaucoup de bleu comme ici en Méditerranée. C'est de ce constat que sont nés les clubs de vacances, des structures all-in, aujourd'hui bien rodées, comme vous allez le voir dans les coulisses de ce club des bords de la mer Rouge en Égypte. Marsa Alam, nous sommes au bord de la mer Rouge. Il est 4h30 du matin. Mais dans ce complexe hôtelier 5 étoiles, une trentaine d'employés travaillent de nuit. Préparer le petit déjeuner, mettre les tables, entretenir les sols ou nettoyer la piscine et préparer la plage privée, il faut tout faire avant que le soleil se lève et avec lui, les premiers clients qui partent nager avant de déjeuner. À l'entrée du domaine, les employés de jour commencent à arriver. Pas de village à proximité, juste le désert. Le personnel est donc logé dans des bâtiments situés à une 50aine de mètres. Il est 6h du matin, ce sera bientôt l'affluence au restaurant. Pas mal de touristes se lèvent tôt pour aller faire du snorkeling ou de la plongée. C'est l'heure où la lumière sous les flots est la plus belle pour observer les poissons. Et c'est comme un aquarium géant à l'air libre. Avec un peu de chance, on peut croiser ici une tortue et même un dugong, ce bizarre animal surnommé vache de mer. Vous avez vu les tortues? Oui. Et vous avez vu les dauphins? Oui. Ah, vous avez de la chance. Et vous avez nagé avec la vache de mer? Ah, alors il vous reste une chose à faire. J'espère vous revoir. Ici, le samedi est l'un des principaux jours de départ et d'arrivée. Alors Agag, le directeur, joue les hôtes accomplis. Bonjour, très belles vacances. Déjà l'année passée, on est venu. Alors, bien les vacances? Oui, mais chaud. Chaud. Vous êtes toujours bienvenus ici. Agag veut que chacun se sente un peu comme chez soi. La qualité de son hôtel sera notamment jugée sur cette touche d'hospitalité. Son patron, un Belge, y tient tout particulièrement. En plus de gérer une chaîne d'hôtels, il est aussi consul honoraire installé à El Gouna. Il est arrivé en Égypte avec 20 000 $ en poche, donnés par son papa. Il a commencé comme marchand de glace. Aujourd'hui, il a 2500 employés. Avec sa mère et ses 2 frères, il accueille 5000 touristes par mois dans 13 hôtels. 13 hôtels aujourd'hui. Et peut-être 15 dans une semaine. Ici, c'est le Caire. À 500 km, c'est le Hurghada. On est maintenant à El Gouna, qui est à 20 km, qui est un peu le Saint-Tropez de l'Égypte. Après, on est à Marsa Alam, qui est à 250 km d'Hurghada. Il y a aussi à Sharm el-Sheikh, qui est au Sinaï, et au Taba, qui est près de Jordan, pour visiter Petra. Alors, pour que l'accueil, la gestion, la nourriture, la propreté, l'animation soient les mêmes partout, les gérants doivent suivre un manuel qui passe en revue tous les standards à respecter. 2 mots-clés, la satisfaction des clients et la rentabilité. Il y a différents contrôles de qualité. Tous les gérants, ils ont un target de 80%. S'ils n'ont pas 80%, je ne renouvelle pas leur contrat. Et quand ils ont 90%, il y a des bonus, il y a des systèmes de bonus pour tout le monde. Et Christophe va régulièrement voir comment ça se passe sur le terrain. Ce jour-là, direction Marsa Alam à 2h30 de route, plus au sud d'El Gouna. De véritables autoroutes en plein désert. Ici, on parie sur le développement de la côte encore fort sauvage. Avec Yasser, son chauffeur, il passe une partie de l'année à rouler.
Combien de kilomètres elle a maintenant la voiture? 250 000. 250 000? En combien d'années? 3? Pendant ce temps-là, à Marsa Alam, les 45 hommes de chambre sont à leur poste. Chacun a 16 chambres à nettoyer en une demi-heure chacune, soit 8 heures de travail par jour. Un nouvel employé n'entre pas dans les chambres avant d'avoir suivi une formation. D'abord, il travaille dans les parties publiques jusqu'à ce qu'il connaisse les règles et un peu d'anglais. Il faut en général 6 mois. Vous pouvez dire « Excusez-moi, marcher sur les récifs de coraux n'est pas permis ». Répétez après moi « Excuse me ». Tous les jours, un professeur d'anglais envoyé par le ministère égyptien du Tourisme vient former des employés de l'hôtel. Il leur apprend les expressions et le vocabulaire de base. Règles d'hygiène, cours d'hôtellerie. S'ils suivent les formations proposées, ils peuvent progresser, même en commençant au plus bas, à 150 € par mois. C'est la philosophie de leur patron. Et moi, je veux que les gens progressent dans notre chaîne. Presque tous les chefs sont venus de petit à petit. Ils sont maintenant exécutifs chefs. Et c'est le cas d'Agag. Il a débuté il y a 25 ans en vérifiant les livraisons de nourriture. Aujourd'hui, il gère 270 employés et 360 chambres. Bientôt 480, l'hôtel vient de construire une extension. 300 chambres, c'est le minimum pour être rentable. Ce jour-là, 600 touristes s'éparpillent dans le domaine. On cherchait des vacances, tout compris, où il n'y a pas de tracas à voir. On a juste à mettre les pieds dans l'eau, sur le bord de la piscine. Et voilà, finalement, on est tombé par hasard sur l'Égypte. On cherchait un last minute et c'est comme ça qu'on est tombé sur cet hôtel-ci. Par personne, on a payé 650 €. 600 personnes à loger, divertir, nourrir, rafraîchir et distraire, c'est du boulot. Alors pendant que les uns bronzent ou se musclent, les autres travaillent ferme. Ici, la préparation d'un spectacle avec une chorégraphe belge engagée à l'année. Là, les cuisines. Du pain au dessert, tout est fait dans la maison. Les menus sont préparés pour 15 jours. Il faut 34 personnes pour assurer les 3 services. Au menu midi et soir, un buffet froid et chaud avec 8 plats, des salades et des desserts. Et voici la réserve. Il y a toujours de quoi tenir 15 jours avec 600 touristes. Chaque jour, les cuisiniers prennent ce qu'il faut pour le nombre de clients. Par exemple, demain, on sera 600 personnes. Ils vont donc prendre 120 kg de poulet et 80 kg de viande. Le complexe est quasi autonome. Il a sa blanchisserie et aussi un couturier qui s'occupe des uniformes et des réparations. Bien à l'écart des chambres, voici plusieurs générateurs qui produisent l'électricité et une station de désalinisation de l'eau de mer et de recyclage. Ce sont 2 des postes les plus chers. L'électricité et l'eau coûtent 5 € par chambre et par jour. La nourriture, 3 à 4 € par repas. Ce soir, soirée belge, frites, carbonate flamande, boulettes, choux rouges et même beignets. Le personnel égyptien a tout appris avec des cuisiniers venus de Belgique. Et pour ceux qui aiment, après le repas en terrasse, certains soirs se colorent d'une très nette ambiance club. À l'affiche, les animateurs de la journée qui jouent les vedettes d'un soir. Make love, don't fight. Il y a ceux qui ne se soucient de rien, il y a les autres qui